bienvenue dans un nouvel épisode de Ce n'est que du cinéma, le podcast qui réunit des amoureux de cinéma autour d'une table afin de commenter l'actualité des sorties, vous faire découvrir ou redécouvrir des pépites enfouies dans le passé, ainsi que nos coups de cœur du moment. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Édouard, Julie et Nora. Comment ça va les amis ? Ouais, ça va super. Oh waouh, vous êtes au max là vraiment. Ça va super bien. Moi je sens que ça va clasher dans cet épisode. Ah là là On là est là. prêt. On sent le bazooka. Les bazookas sont en train d'être aiguisés. Voilà, est-ce qu'on aiguise un bazooka ? Je ne sais pas, mais Je pense Pas pas, sûr. mais on le charge peut-être. est-ce qu'on charge nos couteaux et qu'on aiguise nos bazookas ? Bon, mais avant de vous présenter le programme de la semaine, j'aimerais remercier Sooner, notre partenaire officiel de ce podcast. Sooner, vous le connaissez maintenant, c'est une plateforme de streaming belge conçue pour et par les amoureux de cinéma. Avec son large catalogue riche et varié, Sooner propose une alternative locale aux plateformes internationales. Sur la plateforme, on y trouve des films intemporels, des films primés dans les plus grands festivals, des trésors cachés, mais aussi les dernières sorties cinéma à la demande. Vous rappelez évidemment que si vous ne voulez rien rater de nos aventures, foncez vous abonner sur notre Instagram et TikTok, ce n'est que du cinéma. C'est là-bas qu'on vous ouvre les coulisses du podcast et qu'on organise par exemple des concours pour faire gagner des places de cinéma. Et puis, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple ou quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, de nous laisser un petit commentaire, ça nous donne toujours un maximum de force pour vous proposer plus de magie cinéma. Alors, cette semaine, les amis, Marty Supreme. On se plongera dans le New York des années 50 pour y suivre la vie de Marty Mauser, joueur de ping-pong brillant, incompris et résolument tête à claque. Ensuite, pour le plus grand plaisir de Nora, on abordera les hauts de Hurlevent de Emerald Fennell. Comment on annonce direct. Tu vois. Adaptation très libre, je fais des guillemets radiophoniques, du roman d'Emily Bronte. Troisième sortie, très attendue aussi de ce début d'année, No Other Choice, donc nouveau film de Park Chan-wook, où obtenir un nouveau job devient une question de vie ou de mort. Côté pépite du passé, c'était évident pour nous qu'on devait se replonger dans le film de Park Chan-wook qui l'a fait connaître au grand public, Old Boy, qui était sorti en 2003, et le tout sans oublier nos coups de cœur de la semaine. Est-ce que vous êtes prêts ? Ah bah oui. Ready. Allons-y. Marty, I'm gonna make you an offer. I gotta do it completely on my own. Every man for himself where I come from. That's just how I grew up. Hey, what are you doing? I don't think you understand the stakes here. You find that funny? I get nervous laughter sometimes. My eyes broke, or is that Mouse, baby? Thank you so much. You're my pop. We believe in you. Alors, Marty Supreme pour le petit pitch. New York, 1952. Marty Mauser, un jeune homme à l'ambition démesurée et prêt à tout pour réaliser son rêve et prouver qu'il est le meilleur joueur de tennis de table du monde. Donc, film réalisé par Josh Safdie, l'un des deux frères. On pourra revenir aussi sur le fait qu'ils sont pas deux là sur la réalisation, avec Timothée Chalamet dans le rôle principal, Gwyneth Paltrow et Odessa Ozion notamment. Juste avant de vous donner la parole, vous donner un petit trivia tout de suite. C'est le film le plus cher de A24 avec près de 90 millions de budget et il vient de dépasser The Smashing Machine qui était le biopic porté par Dwayne Johnson qui avait déjà été lui-même le record et qui était réalisé par le frère Safdie. Donc voilà, les deux films les plus chers d'A24 sont faits par les deux frères Safdie séparément. Voilà. Petit tour de table, qu'est-ce qu'on a pensé de ce Marty Supreme ? Supreme, magnifique. C'était suprême, très bien. grave. Moi je suis mitigée. Je trouve que c'est un très bon film, mais est-ce que c'est un film que j'ai aimé regarder ? Peut-être pas. Ok, balle au centre. Et toi, Julie ? Moi, je suis un peu pareil que Nora. En fait, j'ai regardé tout le film un peu sous tension. Je trouve que voilà, il y a un rythme assez incroyable. Mais qu'est-ce que ça me raconte et est-ce que j'ai envie d'adhérer avec ce personnage insupportable ? Je ne sais pas. Moi, j'ai plutôt bien aimé, franchement, mais je me demande quand même à quoi j'ai assisté en fait. Il y a quand même une scène de miel léché sur un torse, voilà, c'est pas un spoil, c'est juste que cette scène n'a rien à faire là et j'ai des cauchemars un peu C'est celle qui revient le post-traumatiques. plus. Donc j'ai à la fois passé un bon moment et en même temps j'en ai des traumas depuis, donc je suis un petit peu mitigé. Mais bon, qui veut commencer sur ce Marty Supreme ? Peut-être celui qui a le plus aimé autour de la table. Le Supreme. Moi, du coup, j'ai bizarrement, j'ai trié mes photos sur mon téléphone. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a fait à voir avec ça ? En fait, j'ai pris une première capture d'écran quand j'ai entendu parler du film et c'était en décembre 2024. Donc ça fait vraiment longtemps que j'attends le film. Il est sorti depuis quelques mois, je pense, aux États-Unis. Et ouais, moi je l'attendais de dingue et j'étais sûr de voir un excellent film. En tout cas, un truc qui allait me parler parce que je suis très fan du cinéma des Safdie, notamment Good Time, avec Robert Pattinson dans le rôle principal. Et c'est toujours en fait avec eux une aventure qui va à 200 à l'heure et c'est ça que tu n'as pas le temps de t'ennuyer, en fait, jamais. Il se passe toujours 15 milliards de choses en même temps et d'un autre côté c'est très fluide, c'est très logique parce que c'est la trajectoire d'un personnage que tu vas suivre quoi qu'il en soit. Et non, j'ai trouvé ça magnifique. La lumière, on va le dire, c'est signé par Darius Khondji, l'un des deux plus grands chefs-op de l'histoire, je pense, avec Roger Deakins, qui sont vraiment des cracks et ça se voit, la lumière elle est exceptionnelle dans le film, je trouve, vraiment.
les cadres, les idées de mise en scène, on parle souvent de la scène d'intro. C'est vraiment grandiose pour moi, et même si c'est un personnage détestable, je trouve que Timothée Chalamet le fait magnifiquement bien, et tous les autres acteurs d'ailleurs sont formidables, que ce soit dans les petits rôles ou dans les plus grands, c'est superbe. Et toi, Nora, donc est-ce que Timothée Chalamet est au top ou est-ce qu'il en ferait pas un peu trop ? Non, moi j'étais impressionnée aussi par la performance de Chalamet. Je trouvais que la hype qui entourait le film, je me suis dit est-ce que ça va trop loin ? Est-ce qu'on était en train de survendre le film ? Mais en fait, je m'attendais à avoir un bon film. C'est un bon film. Objectivement, en effet, c'est bien filmé. Il y a un rythme qui est effréné. C'est très étouffant même au bout d'un moment. Il y a vraiment de passes de galère en galère. C'est un peu rocambolesque par moment, mais c'est tout en tension. Donc les dialogues aussi sont super rapides et tout ça. Donc ça, c'est très bon. C'est très bien joué. Je trouve que Timothée Chalamet, il incarne vraiment hyper bien le personnage. On y croit à fond. On croit à fond à ce joueur de ping-pong acharné. Le problème que j'ai eu, c'est que j'ai pas du tout aimé l'histoire. Enfin, j'ai pas compris exactement ce que ça racontait. Ça voulait me raconter non plus. Je trouvais que la fin était pas cohérente. En fait, avec le personnage, je trouve ça renvoie un peu de nouveaux clichés, sans spoiler rien du tout, mais j'ai pas aimé la fin du tout. Je trouvais que c'était pas du tout cohérent avec le personnage et l'histoire, et j'aime pas du tout le personnage. Et donc, en trouvant le film bien construit, bien fait, etc., j'aime pas trop l'histoire que ça raconte derrière. Donc voilà, j'étais un peu mitigée, quoi. Je me disais, oui, objectivement, c'est un bon film, mais j'ai pas été emportée non plus, et par moments c'est très bizarre, j'avais une contradiction entre c'était hyper effréné et en même temps j'avais un peu un rejet comme ça, j'en avais un peu marre à un moment. Presque ça m'ennuyait, donc très bizarre cette impression que m'a laissé Marty Suprême. C'est vrai que c'est presque un film à sketch, à des moments donnés, tu te rends vraiment compte, Enfin oui, c'est hyper effréné, mais à un moment donné, ça devient vraiment des sketchs. Au milieu du film, je trouve l'acte 2, c'est vraiment sketch après sketch après sketch. Enfin, il y a notamment une scène de vaudeville absolument incroyable dans un appartement. Là, t'es là genre, ok, des personnages apparaissent comme sur une scène de théâtre. Toi, Julie, à ce Supreme, est-ce que t'as les mêmes reproches et griefs que Nora ou autre chose ? Oui, pour moi, c'est un peu trop saturé de musique, en fait, de mouvements, de péripéties. Et à un moment, il y a trop, en fait, et j'arrive plus vraiment à suivre et à me dire, mais qu'est-ce que ça me raconte ? Notamment, par exemple, la scène du chien qui se retrouve après pendant comme un peu un sketch, Ouais. qui n'en finit plus, en fait, et je me dis mais qu'est-ce que ça me raconte, tous ces nouveaux personnages qui arrivent. Et surtout, moi, je suis un peu déçue du traitement des personnages féminins de Gwyneth Paltrow, que je trouve exceptionnel dans ce retour un peu au cinéma. J'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue, qui a un super beau rôle, mais qui est aussi un peu mise de côté par le personnage de Marty. Pareil pour sa copine, mais moi j'adore cette actrice Odessa A'zion, et je trouve que là elle est un peu sous-exploitée. Elle a une scène où elle est vraiment phénoménale, mais sinon je trouve qu'elle est aussi un peu mise de côté, et je trouve que c'est dommage que tout soit un peu évincé au profit, c'est un peu ce que raconte le film, mais du coup je suis pas vraiment d'accord avec cette tracée d'un jeune connard arriviste qui fera tout pour arriver à son but. Et justement la fin, moi aussi, ça me laisse un peu sur le carreau, parce que je me dis c'est pas cohérent avec ce personnage, avec ce qu'on m'a raconté. Après, j'ai déjà vu plein de films où on me raconte des histoires de connards et d'apogées de connards, et que j'aime aussi. Donc voilà, je trouve que le film est virtuose, mais qu'à un moment, je suis un peu trop saturée, et je me dis, est-ce que justement la démonstration spectaculaire, est-ce que ça parvient pas vraiment à une brèche émotionnelle et à me faire rentrer dedans, et il n'y a pas assez d'émotion, en fait, et moi, c'est ce qui me manque. Ouais, Edouard, tu veux rebondir un peu sur ça ? Non, mais genre en fait, c'est comment dire, je comprends tout à fait tout ce que vous avez dit. Moi, cependant, je trouve justement que les traitements, par exemple, des personnages féminins, c'est un peu, comment dire, je pense qu'ils ont ce qu'il a voulu faire, c'est de les remettre dans l'époque, tu vois, une époque où, les femmes, c'était Oui, c'est les années 50. Ouais. Voilà, donc très très compliqué de les traiter autrement, j'ai envie de dire. Et puis c'est vrai que ça met en relief en fait ce personnage-là qui est horrible. Et en fait, quand on regarde bien the bigger picture, j'ai envie de dire, c'est que tout le monde est horrible en fait, plus ou moins dans ce film. Si tu regardes vraiment bien, ils ont tous des gros problèmes, et ils ont tous des trucs où, enfin, comment dire, Gwyneth Paltrow, elle a beau être super, elle trompe son mec, même si son mec est horrible. Et il y a aussi ce truc de, comment dire ça, Odessa A'zion qui se maquille pour faire semblant que, enfin, pas trop de spoil. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas un personnage aimable vraiment dans le film. Ouais, en fait, à part le personnage de Tyler the Creator, qui est d'ailleurs super dans son rôle de meilleur pote de Marty, un peu à l'aider à faire ses
ses coups fourrés. Mais ouais, moi j'aime bien ce fait que c'est un mec qui veut juste aller jusqu'au bout et qui se rend compte en fait que c'est pour ça que moi la fin en fait me parle beaucoup, parce que c'est un peu le, comment dire, on n'est pas sur une grande réussite. En fait, peut-être que c'est pas ce qu'il attendait qui est sa vraie réussite en réalité. Vous voyez ? Donc c'est là où moi ça m'a parlé cette dernière scène, et sur son acting il m'a chopé quoi. Je suis resté bouche bée devant l'émotion qu'il met à ce moment-là, alors que techniquement il est juste face cam et il n'y a pas grand-chose de plus. Il te sort quelque chose j'ai l'impression que ça vient du fond de ses tripes, et qu'il a vraiment tu vois toute cette galère et tout ce qu'il a essayé de mettre en place pour arriver à ce qu'il voulait faire. Tout a capoté, sauf voilà. Donc, génial. Voilà. Ouais, c'est vraiment. Moi, je me dis que le montage comme ça effréné, je pense qu'il l'a voulu le faire au rythme d'un match de ping-pong. En fait, le ping-pong, c'est un sport comme ça, ultra nerveux, ultra imprévisible, avec des coups comme ça. Et je pense qu'il a dû se dire, je vais essayer de faire un film qui est monté comme un échange de ping-pong par des pros ultra rapides, ultra nerveux, avec des coups. Tu sais, au ping-pong, tu peux avoir des coups vraiment tordus, avec des slices et tout. Donc, je pense qu'il a essayé de faire cette espèce de rythme-là. Je trouve aussi, j'ai la même analyse que toi, que tu disais connard arriviste. Je pense pas que c'est vraiment le trait de caractère principal du personnage. C'est juste un gars justement entier qui vit pour sa passion mais qui a pas une thune. Donc évidemment ça nous plonge aussi dans les années 50 où le ping-pong aux États-Unis n'est pas du tout un sport, et du coup tu joues à ça comme aujourd'hui on joue $5 sur une table pour jouer au billard par exemple quoi. C'est vraiment des trucs de gambling avec des arnaques, etc. Il y a plusieurs scènes de ça, et c'était comme ça à l'époque. Les Américains n'avaient pas du tout dans le radar que c'était un sport notable, et lui cette scène de fin à nouveau, on va pas en parler, mais c'est une victoire, c'est sa victoire, et pour lui c'est la montagne suprême. Il n'a pas besoin, justement suprême, j'ai même pas fait exprès, il n'a pas besoin d'autre chose. Mais c'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant d'avoir un climax qui n'en est pas un, et en même temps que vous jouez un match de ping-pong, le dernier point il est le même que le premier point ou que le point au milieu. Il y a pas de climax dans un match, c'est pas les tirs au penalty à la fin de la Coupe du Monde. Le ping-pong, le dernier point il est le même que le premier ou que celui du milieu, c'est juste mental. Et voilà, c'était son challenge à lui, et donc je trouve que dans cette façon-là de faire, le film s'en sort bien quoi. Donc ouais, non, moi j'ai trouvé ça assez convaincant quand même, et surtout exactement comme Nora, je l'appréhendais énormément, parce que comme il était sorti il y a 3-4 mois aux États-Unis, on en avait même parlé dans nos prévisions un petit peu des récompenses, on voyait qu'il était déjà nommé, nous on l'avait toujours pas vu, et donc on l'attendait vraiment. Moi, je me suis dit, il y avait vraiment moyen que ce soit décevant, et ben non. Franchement, Chalamet là, c'est son meilleur rôle, je pense, franchement. C'est son premier chef-d'œuvre. Tout ce que j'ai vu je crois que je les ai quasi tous vus de Chalamet. Je pense que c'est vraiment sa meilleure performance. Et franchement, s'il a l'Oscar, c'est pas du tout déconné. C'est pas volé, quoi. Vraiment pas volé. Non, ouais, d'ailleurs, je pense qu'il va l'avoir. Moi, je pense comme là. Tout le monde. Je crois que c'est le bon moment. Et d'un autre côté, comment dire, je vois pas qui d'autre va le gagner à part lui en fait, parce que il a tellement mis, parce que en fait, un peu à la manière de Marty Supreme, le gars a tout mis dedans. Mais il a fait sa campagne voilà, malade. À fond, mais tu vois, même dans sa chanson de rap, il dit Marty Supreme. Ouais, c'est ça. Il était genre, il porte les vêtements tout le temps. Il a vraiment été genre impliqué. Leonardo n'a pas fait ça. Je suis bien déçue. Il a fait ça à 2000%. Il aurait dû porter un peignoir pendant des mois. Ça n'aurait pas été. Je suis là. Sur des photos paparazzi, je pense que tu fais la pub sans la faire. Je pense. Mais après, bref, c'est génial quoi. Après, à l'heure où on parle, justement pour rebondir un peu sur ça, il y a les BAFTA qui viennent de sortir la veille de où on parle, et enfin, entre guillemets, j'ai envie de dire, le Paul Thomas Anderson a vraiment raflé le raz-de-marée. Donc ça relance énormément les Oscars, parce que du coup, tu as les 3 compétitions qui sont en préambule des Oscars, qui ont donné 3 différents noms pour meilleur acteur. Donc tu as genre, let's go. Sean Penn a enfin eu son acteur en second rôle. Et donc ça rebalance les cartes, parce que les Oscars regardent effectivement les Golden Globes, ils regardent beaucoup les BAFTA britanniques, parce que c'est quand même très très lié. Donc un petit peu hâte de voir ça. Ouais, il y a un peu de suspense. Je pense que pour meilleur acteur, il n'y a pas vraiment de suspense. Non, mais pour meilleure actrice non plus. Et pour meilleure actrice, il n'y a aucun suspense. Là, c'est zéro. Si Jessie ne l'a pas. Jessie pour Hamlet. Franchement, si elle ne gagne pas l'Oscar, il faut vraiment qu'ils aillent se faire. Cuire un œuf. Cuire un œuf, tout à fait. Non, il n'y a pas match. Bon, très très bien. Est-ce que vous avez encore un petit truc à dire sur ce Supreme? Sinon, on passe au moment tant attendu. J'ai envie de rapidement un petit shout-out à la musique. Oui, moi, de Daniel Lopatin. Il y a beaucoup de musique tout le temps, et même les choix des morceaux. Très chouette. Moi, c'est vraiment de la musique qui me parle, j'adore ça. Et je trouve que ça va pas du tout avec l'époque, bizarrement. Oui, le c'est des synthés des années 50, 80 exprès. C'est très 80, et alors qu'on est dans les 50. Et je trouve que même là-dessus,
ça fait sens pour une raison que j'arrive pas tant à expliquer, mais et je trouve aussi un peu, par exemple, dommage, et ça c'est un truc qui a été reproché un peu au film, c'est que ils ont utilisé du coup Martin O'Leary, je sais plus son nom, bref, O'Leary, c'est ce mec qui a fait Shark Tank, etc., pour faire l'enfoiré qui a beaucoup de thunes, hein, ce qu'il est réellement dans la vraie vie. Et j'aurais, même s'il a fait un bon travail, je trouve, ce personnage-là, du coup, le mec de Gwyneth Paltrow dans le film, je pense qu'on aurait pu prendre un vrai acteur pour faire ça, plutôt qu'un mec qui est multimillionnaire. Qui joue presque lui-même, quoi. Okay. Qui joue littéralement lui-même, sauf qu'ils lui ont mis un peu de cheveux parce que de base il en a pas. Donc, GG à lui, Waouh. Il a eu droit aux petits cheveux en plus, il a mis les millions. Balle réelle dans ce podcast. Mais je suis contente qu'Edouard le soulève parce que c'est presque ce que j'ai préféré dans le film. Oui. C'est la bande son. Le Forever Young et tout ça, et ça tombe tout bien. Ça, vraiment, et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est bien que tu en parles, donc Daniel Lopatin, ça a été un petit coup de gueule de Timothée Chalamet quand il est passé en interview en français, dans le texte évidemment de Quotidien avec Yann Barthès. Il a vraiment pris le temps de parler spécifiquement du fait que Daniel Lopatin n'a même pas été nommé pour les Oscars pour la meilleure musique. C'était vraiment scandaleux parce que le travail qui a été fait, et puis c'est pas quelqu'un qui débarque, c'est quelqu'un qui travaille déjà depuis longtemps et qui a vraiment fait un son. Il a suivi vraiment un truc en 3 temps sur les balles de tennis, balles de ping-pong. Il a mélangé les synthés 80 avec un truc presque jeu vidéo, un petit peu comme les premières bornes d'arcade, qui donne un côté à la fois rétro et en même temps c'est 30 ans après les années 50, donc il y a quelque chose de super bien. Et en fait vraiment, c'est quand on se plonge dans la BO, c'est ultra bien, c'est très original, et qu'il n'ait même pas été nommé dans les 5. Peut-être pas qu'il ait l'Oscar, mais il a vraiment tapé un petit coup de gueule, le Timothée, en français, en disant Daniel l'a pas eu. Et donc c'est vrai, et je trouve vraiment que effectivement la bande son est très bien. On n'en parle pas assez souvent dans le podcast de la musique. Mais c'est vrai. Et un dernier petit truc rapidement, j'adore le ping-pong. Le tennis de table, j'adore. Et le tennis aussi, normal. D'ailleurs. Le tennis aussi, bref, je suis très sport de raquette. Mais là, du coup, j'avais peur un peu des séquences, notamment de ping-pong, parce que dans un film, notamment, souvent c'est les films de foot, hein, quand tu vois que ça joue pas bien du tout et que c'est censé être les cracks, tu te dis bon allez, là on a compris, les gars, vous avez pas fait d'effort. Là ça se voit que tout le monde sait comment ça se jouait à l'époque, parce que tu regardes ça d'un point de vue de joueur de ping-pong actuel, tu te dis bon c'est n'importe quoi, mais vu qu'on est en 50, c'est pas du tout, c'est ça, et c'est exactement l'impression qu'ils ont réussi à donner, c'est que ça jouait exactement comme c'est dépeint dans le film, et ce truc de raquettes, etc. Je trouve ça vraiment ultra bien vu. Et en fait, ce que je redoutais aussi, c'est que ce soit pas assez un film sur le ping-pong, et au final, c'est pas tant un film sur le ping-pong en réalité. Pas tant que ça, non. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est plus ou moins bien équilibré. T'en as un peu à toutes les sauces, tu vois un peu de quand ils s'entraînent, dans les grands tournois, dans les exhibitions, dans les arnaques, tu vois un peu le ping-pong sur toutes ses facettes de l'époque. Et j'ai trouvé ça très intelligent de le montrer comme ça, et que ça soit bien fait de ce style. Même les effets spéciaux, c'est pas toujours des vraies balles, hein, au cas où les gens auraient pas remarqué. Moi j'ai pas remarqué, en tout cas, je veux dire que nous et le ping-pong. Mais donc j'ai trouvé ça relativement bien fait, quoi, franchement, et ça donne à mon avis ça va donner un grand regain au sport qui a déjà eu des regains avec les frères Lebrun, etc. Le ping-pong est un peu hypé ces temps-ci, mais je pense qu'avec ce film-là, il y aura de nombreuses inscriptions en club, j'en suis sûr et certain, j'ai envie de le faire moi-même, donc voilà. Bon, et bien très bien, en tout cas, vous l'avez compris, n'hésitez pas à vous plonger dans ce film, et nous, sans plus attendre, on va passer au prochain film de notre sélection, Les Hauts de Hurlevent. Why did you leave me? Why did you betray your own heart? Where is the obstacle? Alors, Les Hauts de Hurlevent, donc pour le petit pitch Allociné, ça ne nous donne pas grand-chose. Vision moderne de la passion absolue unissant Heathcliff et Catherine, une romance légendaire qui défie le temps et la raison. Donc, nouveau film de Emerald Fennell avec Margot Robbie, Jacob Elordi et Hong Chau, notamment. Nora, je suis obligé, voilà, vers toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film, Les Hauts de Hurlevent? Je suis fichée dans ce podcast, c'est un peu embêtant, quoi. Mais moi, je vais dire oui et non, dépendant de ce que tu viens chercher. Voilà, okay. Je vais commencer comme ça. Très bien, Edouard. Comme dirait Julien Lepers, c'est non. Je dis non. Et toi, Julie? J'en sors à l'instant et franchement, j'ai trouvé ça assez vide, assez creux, assez décevant.
Ah ouais, donc t'en attendais quand même quelque chose? Mais oui, quand même, parce que moi j'adore Les Hurlevents, j'adore Margot Robbie. Les images sont très très belles, mais voilà, ça ne suffit pas. Oui, ça a été très compliqué. Moi, j'ai été le voir, j'étais tout seul dans une salle. D'ailleurs, c'était marrant, juste à côté de moi, il y avait une maman et sa fille. Je me suis dit, il y a quand même, franchement, c'est ce qu'on appelle la pédagogie active, hein, vraiment, on est sur un truc. Il n'y a pas grand chose à voir en Je même dirais temps. pas voir donc, ça avec mes parents. Il y a une scène de harnais dans le film, j'ai tourné la tête voir un petit peu comment ils réagissaient, mère et fille. Ça n'a pas bronché. Bref, ça n'a pas bronté en tout cas. Tan. Bon, ok, plus en détail. Nora, toi, pourquoi tu as aimé? Tu l'attendais, je sais. Emerald Fennell aussi, t'avais vu ses autres films? Oui. Je l'attendais et à la fois j'avais un peu peur, à raison je pense, mais du coup j'ai eu une approche très, disons que il y a des mois quand j'ai entendu parler de la sortie du film, je me suis dit il faut que je lise le livre, parce qu'en fait je ne peux pas découvrir l'histoire à travers les yeux de Fennell, parce que ça c'est pas possible. J'ai compris d'ailleurs dès la bande-annonce, donc c'est pour ça que j'ai envie de dire aux gens qui sont déçus par rapport au livre, à quoi vous vous attendiez, parce que vraiment dans la bande-annonce tu comprends que ça n'a rien à voir avec le bouquin déjà. Donc j'ai lu le bouquin il y a des mois, que j'ai beaucoup aimé, c'est un gros roman de la littérature anglaise, mais bon voilà, c'est quand même un gros morceau quoi, et c'est un bouquin atroce, c'est une histoire vraiment hyper noire, hyper destructrice. Les personnages sont, que ce soit Heathcliff ou Catherine, c'est vraiment des personnages pas beaux, pas attachants, des anti-héros. Enfin, c'est une histoire vraiment très très dark. Et donc du coup, quand j'ai vu la bande-annonce du film de Fennell, je savais déjà de base, ok, je vais voir autre chose. Donc je m'étais préparée psychologiquement, on va dire, de voir quelque chose de plus moderne et de romancé. Ce qu'elle a fait totalement. Donc moi, j'ai bien aimé dans le sens où j'ai passé un bon moment. On m'a servi ce que j'avais envie de voir, c'est-à-dire une romance en fait qui s'inspire de l'histoire de base, mais où je trouve que l'approche de Fennell est hyper cohérente, c'est-à-dire qu'elle a gommé, elle a édulcoré les personnages, parce qu'en fait si elle garde les personnages de base, ils sont détestables tous les deux, et ils se détruisent mutuellement, donc on n'a pas envie de voir ça. Ou en tout cas, si tu as envie de voir ça, il y a plein d'autres adaptations, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même une dizaine d'adaptations cinématographiques et télévisuelles du roman. Alors si vous voulez vraiment une adaptation fidèle du roman, allez revoir par exemple la version avec Ralph Fiennes et Juliette Binoche, qui est super fidèle, qui est en effet très noire, où ça devient malsain, déroutant, gênant, et c'est comme ça que ça doit être, parce que c'est comme ça que c'est écrit dans le film. Ici, Fennell, elle a vraiment une approche où elle se dit, en fait, j'ai envie de voir un truc qui me fait kiffer. Ils sont beaux tous les deux, Margot Robbie et Jacob Elordi. Je vais édulcorer pour que Heathcliff soit pas le gros connard qu'il est dans le bouquin et que Cathy soit un petit peu moins détestable qu'elle est dans le bouquin. Et je vais en faire un truc soft porn érotique sympa avec des costumes qui sont pas d'époque, mais voilà. Moi, j'ai bien aimé. Juste la fin m'a un peu déroutée parce que ça se termine de manière hyper abrupte, et quand on connaît le roman, du coup on se dit ah ok, donc c'est vraiment seulement la première partie et avec des coupures bien choisies. Mais en fait les choix qu'elle a faits sont cohérents par rapport à ce qu'elle avait envie de nous montrer. Et moi, j'ai passé un bon moment comme ça. Est-ce que c'est une bonne adaptation du roman ? Absolument pas. Bien sûr que ça a perdu toute sa profondeur, bien sûr que ça a simplifié, etc. Je suis pas d'accord que c'est une sorte de 50 Shades, parce que 50 Shades, c'est vraiment hyper niais et problématique aussi sur plein d'aspects. Ici, je trouve que c'est sympa. C'est sympa, moi j'ai passé un bon moment. Mais voilà, évidemment, c'est pas un grand film. Mais franchement, quand on lit les critiques, genre, c'est aussi, il faut un peu se calmer, quoi. C'est The Downfall of Society. C'est vraiment genre, ça, c'est ce qui arrive quand les gens lisent pas. Enfin, c'est vraiment, les critiques sont d'un dédain. Là, je me dis, allez. Oui, il y a du bashing, ça c'est clair. On prend le film pour ce que c'est, tu passes un bon moment. Enfin, voilà. moi, en tout cas, voilà. Et on fera un petit tour de table sur s'il fallait sauver quelque chose pour ceux qui n'ont pas aimé. Je me tourne, qui veut y moi, aller? Je allez, veux vas-y, bien. Julie. Mais moi, justement, j'ai pas eu ce que j'attendais, parce que j'ai fait mon deuil. Je me suis dit, je ne vais pas voir Léo des Hurlevents, je le sais. Je ne vais... Enfin, voilà, déjà, il faut savoir que le personnage de Jacob Elordi, normalement, est racisé. Ce qui monte dans toutes les... Je te coupe 2 secondes. Dans les, je crois, toutes les adaptations cinématographiques, il y en a une où, en effet, ils ont respecté le fait qu'ils soient racisés. Celle d'André Arnold, oui. ils ont respecté avec Kaya Scodelario. Il y en a une. Voilà. Et donc, à chaque fois, on ne veut pas qu'il soit noir, alors que... Donc dans l'histoire, elle a quand même un frère qui est horrible, qui bat justement Heathcliff, et c'est là que se crée leur relation. Moi, au début, j'ai adoré le début du film, en fait, quand ils sont jeunes. Je me suis dit, ah, trop bien, voilà, on va me montrer ce que j'ai envie de voir. Et puis, en fait,
on m'a fait croire qu'on allait me montrer un peu une romance, mais pas vraiment. Un peu des scènes érotiques, mais on me les montre pas vraiment. On me montre rien, en fait. On me montre à chaque fois, on me tend des petites croquettes, mais il y a rien. Non, mais C'est vraiment ça. moi, c'est ça qui me manque, en fait, dans le film. C'est que j'étais d'accord d'aller voir juste une petite romance sous la pluie. Déjà, il pleut tout le temps, c'est un peu catastrophique. Et on dirait un concours de t-shirt mouillé un peu pénible, en fait. Et donc, c'est ça qui... moi, j'ai vu d'autres adaptations et je sais que voilà, c'est dans la prière et c'est très beau, les images sont magnifiques. Je trouve chaque plan, il y a des plans un peu ridicules, voilà, il fait du cheval et sur un fond rouge avec un soleil. Il y a des plans où je me dis bon, c'est un peu poussif, mais allons-y à fond. Mais pour moi, ça ne va pas à fond. Et c'est ça qui est dommage, c'est ça que je regrette. Et on m'a pas donné ce que j'avais envie de voir. Jacob Elordi et Margot Robbie, je ne crois pas une seule seconde à leur alchimie, à leur attirance, ça ne va pas. Et c'est ça qui me manque. Il y a des fois un peu d'humour, il y a des personnages assez bien trouvés, mais décevant. Très bien. À toi, maman, ouais, c'est Edouard. pas mal. Hein, Gentil, mais, Edouard, gentil. Si tu veux que je sois gentil, c'est Il y pas a le bon une film. scène de masturbation, Alors, j'ai vas-y, pensé vas-y. à toi. Oui, c'est ça. Dans bah les oui, mais- rochers. Non, mais. Qu'est-ce que tu veux dire, t'as pensé à lui 2026. Enfin, s'il vous plaît. Depuis qu'il a tiré à On balles approche réelles. l'épisode 69, on sent ça, Non, mais, ça chauffe. non, mais attends, par contre, on va quand même. En remettant les pieds sur terre. 2026, on est en février. 2 scènes de masturbation déjà. C'est trop. Ça n'a aucun intérêt. C'était quoi l'autre Mais Donc, Chronology of Water. Chronologie Ah of oui, oui, Water, tout à fait, tu te tout à rappelles c'est pas quoi le problème avec mon Bah oui, truc c'est pas de- Non, non, Parce mais que c'est ça, scénaristiquement parlant, ça n'a aucun intérêt. Bref. Et- Bon, Oh bah très bien. pardon. Ah et voilà. en plus, désolé, Voilà, mais en plus, on a la des opinions suite- tranchées dans ce podcast. Ah, Les mais scènes attends, de masturbation, tu l'as- c'est pas possible. Tu veux Tu qu'on l'as parle de défendu. Gaspard Noé et amour et des Ouais, éjaculations bah, plein écran Il y a autre chose. Bref. Ok, bon. Féminine ou masculine ou les deux? Parce que là, tes exemples, c'est 2 féminines. Ah mais moi que ce soit féminin masculin ça n'a jamais de place dans un film je trouve Et shame. Mais enfin, Bon, c'est allez, marrant tout ça comme avis. débile, Ok, très bien. Oui, t'as vu le film Shame avec Fassbender, voilà, ça, là, il y en non avait je aussi. l'ai pas Ouais, encore vu. là, Il y a t'en trop as de masturbation. il a pas 57 osé. des Ça ne regarde pas. Bon, Vas-y, mais dis-nous. non du coup moi j'ai vraiment j'allais le voir avec beaucoup d'envie pour le coup parce que le poster m'a beaucoup plu comment dire vous me regardez bizarre mais... Ah, non, vas-y. non j'avais vraiment envie de Ça voir nous le film étonne, Tu es Edouard. plein de parce qu'on est- surprises. Non, mais Ah, mais il c'est- commence par les côtés positifs, le Tu es poster plein- est beau. Tu es plein Ouais. de surprises, je Ah m'attendais pas. non mais mes goûts sont je pense que vachement différents de plein de trucs tu vois mais genre je peux aimer tout en fait notamment ce genre de choses par exemple je pense à Corsage qui était un super film un peu d'époque etc et là en fait du coup je m'attendais à avoir quelque chose de beau de lancinant d'amoureux tu vois et bon bah j'ai pas du tout eu ça évidemment je trouve que le film est ultra inégal vraiment il y a des plans comme tu le disais qui sont magnifiques et d'autres qui sont les plans plus rapprochés on dirait du téléfilm qu'est-ce qui s'est passé on dirait qu'il s'est même pas étalonné c'est moche pardon hein. Et ça me perturbait à chaque fois qu'on passait de plans magnifiques on dirait un tableau et puis on passe à un champ contre champ tout pourri ça m'a laissé vraiment une impression vraiment étrange aussi au niveau des acteurs je trouve qu'ils font bien leur travail l'un comme l'autre c'est des personnages qui sont affreux, horribles mais d'un autre côté j'avais l'impression de voir des gamins de 4 ans devant moi dans le sens où c'est ah tu m'aimes plus bah alors je vais capturer la sœur et tu là bon mais mec enfin qu'est-ce qui se passe quoi enfin ce film là je n'ai pas compris je n'ai rien compris à ce qui s'est passé pourquoi il se passe tous ces trucs là j'ai aussi eu l'impression que le film essayait de filmer Jacob Elordi pour pouvoir en faire des edits TikTok par la suite de mecs vraiment parfaits plein de comme il disait sous la pluie il est magnifique tout le temps le gars c'est pas possible mec on sait bien qu'il pue en plus enfin bref je me perds dans ce que j'ai pas aimé mais c'est terrible vraiment le film là c'est non je n'ai pas adhéré à une seule seconde de tout ce film là pourtant comme j'ai dit j'allais le voir avec beaucoup d'envie et ça m'a vraiment laissé deux marbres vraiment forts et je sais pas pourquoi on m'a raconté cette histoire là en fait alors que je pense que c'est très intéressant et que ça aurait pu être bien du coup notamment cette confrontation de deux êtres qui semblent être pas faits l'un pour l'autre mais je veux dire qui s'attirent à fond et qui au final vont se pourrir jusqu'à la moelle je trouve que presque tout a été loupé à ce niveau-là et je suis très déçu parce que j'avais beaucoup aimé Saltburn justement
même s'il y a des côtés osés aussi, il y a des scènes un peu, tu te dis bon ok, mais là c'était too much et j'ai pas du tout adhéré quoi, vraiment pas. Voilà. Ouais, moi ça a été très compliqué aussi pour moi. Déjà, préambule, moi, Emerald Fennell, je n'aime pas trop, à part son premier film, Promising Young Woman, qui était quand même vraiment une sacrée claque, et elle avait vraiment un petit peu perturbé les eaux calmes à ce moment-là quand ça sortait. Puis c'était en 2019, donc on était certes déjà dans MeToo, mais on n'est pas en 2026, c'était encore vraiment un moment où il fallait vraiment taper fort, et elle l'avait fait très très bien. J'avais déjà beaucoup moins aimé Saltburn, même si j'adore Barry Keoghan, et juste voilà. Et à cette époque-là aussi, Jacob Elordi, je le découvrais et je l'adorais. Maintenant je suis un petit peu en overdose de Jacob Elordi, entre Frankenstein et ça, je commence à le voir un peu trop. C'était le Elvis dans Priscilla aussi, enfin je commence à avoir trop de Jacob dans ma tête, parce qu'il est extrêmement bankable, et voilà. Margot Robbie, ça fait aussi un moment que j'ai du mal à le voir. Je suis d'accord qu'il n'y a pas d'alchimie entre les deux, mais du coup Emerald Fennell, moi je pars pas gagnant parce que elle fait quelque chose que moi je n'aime pas. C'est qu'en fait c'est quelqu'un, c'est pas sa faute, mais c'est quelqu'un qui a grandi dans la très haute bourgeoisie, qui a beaucoup d'argent, d'ailleurs elle produit le film, etc. C'est vraiment de la très très haute, et elle a une obsession, c'est de parler de films, enfin de la menace des pauvres qui vont voler l'argent des riches. C'est vraiment un truc que tu vois très fort dans Saltburn. D'ailleurs dans Saltburn, c'était vraiment la leçon du film, c'était regardez, une fois qu'ils sont déjà ils sont hyper dangereux, ils vont tous vous buter en fait si vous les laissez vous approcher, si vous laissez les pauvres vous approcher, mais en plus ils vont prendre votre place et ils vont limite, elle montre qu'ils sont encore pires, tu vois. Et ben là il y a exactement la même chose. C'est vraiment on sait même pas pourquoi il revient super riche, mais il va pouvoir acheter la maison de la famille, pouvoir même séquestrer la sœur qui vient de la haute. Enfin, il y a vraiment une espèce de, elle a la trouille de ça et elle adore parler de ça. Donc quand elle a vu le film de Brontë, c'est à la fois une espèce de fanfiction mouillée d'une gamine de 14 ans, parce que c'est l'âge à laquelle elle a eu le roman, elle a trouvé ça génial, mais en plus il y a un côté j'adore ce truc lutte des classes, mais vraiment lutte des classes pour les nuls quoi, mais lutte des classes en plus mal compris de la part de la haute classe en plus. Et donc ça vraiment j'avais du mal à pas voir ça en plein, parce que c'était exactement sur le burn aussi, et donc je suis un peu genre mais Emerald, enfin après voilà, elle a tout l'argent du monde, donc, et ça marche ses films, donc Hollywood va la laisser continuer de faire ces films là, mais moi je trouve que c'est très peu intéressant de faire ça, c'est même plutôt assez dangereux et assez malhonnête globalement. Maintenant il y a quand même des choses qui sont bien dans le film, c'est vraiment que c'est beau. Enfin, ça, il faut quand même reconnaître que Emerald Fennell a par contre un truc pour elle, c'est qu'elle a un œil incroyable. Elle a un œil pour faire des plans absolument merveilleux, des couleurs, des costumes, tu sens qu'il y a une passion de ça. Et même s'il y a un petit côté carousel Instagram où ça va trop vite, t'as des plans qui sont tellement beaux que t'arrives presque pas à la digérer. T'as besoin de faire pause. Et c'est ce que j'ai noté d'ailleurs dans mes petites critiques, parce que je note toujours en dessous de mon petit manteau quand je suis au cinéma. Je dis, c'est beau les plans, mais il y en a trop, et en fait ça dilue du coup la qualité du truc. Si t'as un très beau plan dont t'es fier, amène-le, présente-le, utilise-le. Voilà, on parlait de Frankenstein. Mon Frankenstein, il y a 2-3 sets qui ont été développés. Il a mis toute sa thune pour faire des super sets, mais après il les exploite quoi. Tu vois, chaque coin voilà. Là t'as, à part la chambre rouge et la chambre, ce qu'on appelle la skin room, où il y a sa peau et tout ça, bon ok, qui est un petit peu plus exploité, mais quand même skin room, finalement je l'ai découvert après en lisant un peu les trivia. On comprend en une phrase qu'il y a son grain de beauté dans les murs, mais en fait c'est pas bien exploité, c'est pas bien filmé, on comprend pas. Donc à part le fait que c'est beau, moi j'ai vraiment eu du mal avec ces personnages qui sont détestables. C'est vrai que Nora, tu disais, elle les a un petit peu tuned down. Alors je suppose que le roman doit être encore très plus fort tuned down. Voilà. Dans le je trouve que ça se sent quand même qu'ils sont dégueulasses les deux quoi. Ça se sent, mais pour vous dire, en fait, il fallait qu'elle le fasse si on voulait s'attacher un petit peu à l'histoire d'amour, ou qu'on voulait un petit peu qu'ils s'aiment. Parce que dans le bouquin, les deux sont atroces. Et d'ailleurs, elle a changé des trucs où justement les puristes crient au scandale, mais c'est bien fait entre guillemets, parce qu'elle a changé des éléments, par exemple avec Isabella, etc., où il annonce ce qu'il va faire. Je te propose pour faire du mal, etc. Ouais. Dans le bouquin, il la dupe complètement. Il joue un jeu avec elle. Dommage, donc en fait, c'est vraiment un personnage atroce, et toute l'histoire, c'est une histoire de vengeance hyper noire. Et donc c'est ça que je voulais dire. Elle a vraiment édulcoré. Et Cathy aussi, le personnage est vraiment édulcoré pour que voilà, elles sont un peu capricieuses, elles sont un peu voilà, elle met son statut social avant, etc. Mais on la plaint presque dans le film parce que elle a une situation difficile. Enfin, vous voyez, elle a un peu romancé tout à l'eau du coup, c'est ça qui est peut-être dommage en fait, tu vois. C'est hyper dommage. Oui, peut-être qu'il fallait aller en mode de brut en fait. Plus les liaisons dangereuses en fait. Ça fait penser un peu à ça, tu vois, où ils sont tous détestables, à se manipuler. Mais les anciennes versions l'ont fait. En fait, c'est ça le truc, c'est que moi je me dis, soit alors c'était pas la peine de refaire une autre version, parce que vraiment la vieille version de 39, oui, je crois que c'est 39, la version avec Ralph Fiennes, c'est Juliette Binoche, c'est très noir. Et là, on voit à quel point les personnages vont loin dans, et en particulier Heathcliff, va loin dans la vengeance à travers les générations. Enfin, c'est complètement atroce. Donc c'est ça que je veux dire par, elle a romancé, et dans sa tête, enfin, je comprends sa démarche, et donc du coup elle fait complètement autre chose. Et est-ce qu'il fallait faire alors une adaptation si vraiment l'histoire est super intéressante, hyper bien écrite, le bouquin, je pense qu'en fait
selon moi, c'est super dur de faire une adaptation cinématographique du bouquin. Parce que le bouquin, c'est une brique, c'est en 2 parties, c'est à travers des générations, et donc de transmettre ça dans un film, qui soit digeste, ou vraiment on comprend bien la psychologie des personnages, pour moi, c'est même mission impossible. Même les anciennes versions, je suis toujours un peu sur ma faim de... Qu'est-ce que ça nous montre coup, Donc juste pour dire, voilà. Ça amène un peu une question de est-ce que tout est bon à adapter, tu vois, parce que moi j'ai un peu le même ressenti avec Dune, tu vois. Tous les films Dune, etc., moi, ça me laisse vachement sur le côté, parce que je pense qu'il y a des bouquins qui ne sont pas faits pour être adaptés au cinéma, tu vois, ou qui vont l'être, mais il manquera toujours un petit truc, ou ce sera trop ci ou trop ça, tu vois. Et là, j'ai eu cette impression d'avoir une histoire qui est charcutée. C'est vrai que je l'ai même pas relevé, mais... le gars part, il revient, il est riche. On n'a aucun mot là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fait un gambling qui a marché, il a une entreprise. Qui est ce gars ? Mais d'ailleurs, Comment ils il est disent revenu ? il a sûrement dû obtenir sa richesse de façon illégale. Ouais, à nouveau, ça mais va dans tout, ce que quoi, j'expliquais. Il est forcément suspect. Ouais, c'est forcément si un parce qu'il pauvre était devient pauvre, riche, quoi, c'est qu'il ouais. est suspect, c'est qu'il l'a forcément volé. Et c'était là, c'est vraiment un truc. Emerald Fennell, elle adore ce genre de truc. Et même, ouais, le traitement de sa maison qui dépérit, etc. Ah oui, ça c'est très étrange. Il En fait, vient, c'est- il rachète la maison et il n'en fait rien, il continue à vivre Ouais, dans sa c'est grotte. Mais ça, ça, c'est un charcutage du bouquin. Ouais, Parce mais qu'en voilà, fait, ouais. dans le bouquin, tout est très logique. Il revient, il se venge de la famille, mais comme elle a coupé des personnages, elle a coupé des pans de Ouais, l'histoire. d'accord. Voilà. Mais Oui, oui. juste pour vous dire, en fait, ça vaut la peine donc soit de lire le livre, soit de voir des vieilles adaptations qui sont beaucoup plus fidèles, où en fait tout ça tu le comprends. Ici, alors j'imagine vous étiez perdu en mode mais pourquoi il rachète cette vieille bicoque Oui, c'est pour ça que quand je disais que j'ai rien capté, c'est que il y a tellement de trucs qui ne sont pas expliqués et qui du coup, nous en tant que spectateurs qui voyons ce film-là, parce que moi j'ai rien vu d'autre, tu vois, genre aucune autre. Donc je suis vraiment allé en mode, je vais découvrir un film adapté d'un bouquin qui est très célèbre. Donc je me suis dit, ok, je vais voir ça. Est-ce que je vais le comprendre ? Et c'est ça aussi qui est intéressant quand t'as rien vu, c'est de se dire, là tu vois vraiment le film pour ce qu'il est, tu vois. Tu vois pas le film parce que t'as déjà vu l'histoire ou parce que tu la connais ou parce t'as que pas c'est d'autres comme indices ça. extérieurs. Voilà, donc, et c'est pour ça où il y a vraiment des trucs où je me suis dit, mais tu ne peux pas faire ça. Et le seul truc que j'ai vraiment apprécié, c'est l'évolution du personnage d'Isabella. Et je trouve que l'actrice d'ailleurs fait un travail formidable. Au début, elle est toute niaise, et puis après, elle évolue en. Bref, ce truc aussi de dominatrix là. Bref. Ouais, Jacob Elordi, j'ai beaucoup de mal, même si il est très beau. C'est le seul truc que j'ai à dire. Il est très très beau, c'est vrai. Moi, je trouve pas tant On a que ça. compris. Ouais, non, Et non. en fait, il te le montre vraiment. J'ai l'impression Oui, mais que Hollywood nous le vend en mode regardez, c'est le plus beau mec du monde. Regardez. il est beau. Et je trouve que même à ce niveau-là, il a presque éclipsé Margot Robbie quasiment. Donc c'est Non, pour dire. Ça n'arrivera jamais. En termes d'acting et tout, non, je pense. Indépendamment même parce que l'adaptation, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps à se dire si c'est une adaptation oui ou non. À la limite, moi j'ai pas de problème avec le film soit sa propre chose et son propre objet. C'est souvent le cas. D'ailleurs, moi je suis plutôt fervent de pas trop comparer le livre et le film parce que c'est deux pas médias comparable. différents. Et donc j'aime bien regarder le truc. Mais même en tant que produit film, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'il veut me raconter en fait ? à la limite, s'il voulait vraiment partir sur un truc érotique, mais c'est même pas bien fait. Enfin, je veux dire, il y a rien qui est montré. Comme Tout tu est à disais, moitié, quoi. on te donne des croquettes. J'aimais bien l'image, que c'est vraiment des petites croquettes un peu bling bling Instagram. Et t'es là, t'en as juste un petit peu, mais à la limite, 50 Shades of Grey, au moins assumait d'être un nanar érotique, mais ça montrait plus les choses. Et bon, bah c'était mal fait effectivement, mais à la limite, c'était plus honnête dans ce que ça essayait de donner. C'était plus honnête. C'était plus honnête dans ce que ça essayait de donner. Moi, là, j'ai on est dans un préféré truc la malhonnête. tension dans ce film-là que dans 50 Mais Shades. quelle tension. Dans 50 Shades, je trouve que. non. Enfin bref, Bon, en fait, on se là, mettra c'est- pas d'accord. Hein, Mais mais tout était fait un peu, comme on disait, tout était fait un peu à moitié, quoi. C'est à moitié érotique, c'est à moitié des gens qui se détestent. c'est vite À fait lutte moitié des classes, lutte des mais c'est classes, gamin, Ouais, mais c'est c'est à gommé à moitié- fond. et en fait, à du moitié coup, t'as sociale. à moitié plein de trucs et ça va pas faire une bonne recette en fait. C'est Non. juste vas-y à fond dans un truc, essaye pas de nous servir je sais pas combien de choses différentes et c'est dommage parce que niveau artistique c'est quand même vraiment remarquable. Les décors sont super, il y a vraiment des très très jolis plans. Mais pour le reste, franchement, c'est triste et c'est dommage, quoi. Puis en plus, il y a un petit truc, dès le début, on comprend un peu sa note d'intention. Elle commence sur une scène de pendu, c'est la toute première scène, donc voilà. Alors, comme ça pour vraiment ne rien dire, c'est un pendu qu'on découvre, mais à la base, on pensait pas que c'était ça, parce qu'il y a d'abord du son. Enfin voilà, vous voyez un petit peu. Donc elle va très vite connecter le Eros et le Thanatos, quoi, l'amour, la mort. Voilà, Ouais. clairement. On est sur un truc, bon, outre le fait que c'est classe de philo au premier jour, le truc, c'est que c'est même pas Eros en fait. C'est même pas Eros. Enfin, il y a pas d'amour. C'est du lust, du greed, de la jalousie. C'est que des trucs toxiques. Il y a pas d'amour. Moi, j'ai pas vu de l'amour dans ce film. Aucun, nulle part. Tu vois, c'est que du pouvoir et donc voilà. Donc, et alors ce truc vaguement de là, on meurt d'aimer et on aime de mourir. Enfin, j'étais là. Oui, mais alors ne lis pas Hurlement.
Non, mais tu vois, on avait fait C'est Pride pas and vraiment Prejudice, de l'amour. tu vois, Oui. crime. Oui, mais ça, c'est Jane Austen, Mais c'est oui, autre chose. mais c'est Ça, autrement positif, mieux. C'est positif, Jane Oui. Austen. Personne ne meurt, tout le monde, tout ça finit Non, mais- bien. C'est pas du tout vraiment le même délire. Mais quoi. c'était autrement plus intéressant, quoi. Donc, en tout cas, c'est compliqué. Mais on se mettra peut-être pas Ah, mais d'accord, oui, voilà. mais rien à voir. Est-ce que quelqu'un veut faire un petit mot sur la musique Ah, de Charlie XCX. Vas-y, Julie, tu veux nous en parler? Eh bien, nous l'avons découverte dans une moment pour vivre un moment de gloire et d'amour musical. À Berlin, oui. J'ai trouvé qu'il y avait des moments où c'était pas mal, mais il y avait des moments. Enfin, la plus grosse chanson, elle est vraiment dans le clip de tous les moments amoureux où ils s'embrassent passionnément. Ah Et ouais. là, ça c'est vraiment un clip TikTok. Je te jure que possible. le film, il est fait pour TikTok. Je le Voilà. jure que c'est vrai. Il y aura des films. Le film sera en partie sur TikTok. J'en suis sûr. Et certains les éditent et tout. Ça va pleuvoir. J'en suis sûr. Et donc, il y a des moments où j'ai bien aimé la musique, mais d'autres, c'est trop anachronique et ça me dérange. Encore, les petites robes en plastique, j'accepte, mais là, trop too much. Bon, très bien. Est-ce que vous avez encore des petites choses à dire sur ce film? Sinon, on va passer au troisième film de notre Margot sélection. Robbie, je Ouais. t'aime toujours. Ouais, d'accord. Bon, très très bien. On va essayer de relever un petit peu le niveau avec notre bon ami Park Chan-wook et son nouveau film No Other Choice. 실직은 하고 싶어서 안 돼. 아니다. 여기 적힌 것들 자제하기. 아빠 취직할 때까지. 나 테니스 포기. 내 차. 그리고 우리 집. Alors, No Other Choice, pour le petit pitch, cadre dans une usine de papier, Yoo Man-soo est un homme heureux. Il aime sa femme, ses enfants, ses chiens, sa maison. Mais lorsqu'il est licencié, sa vie bascule. Il ne supporte pas l'idée de perdre son statut social et la vie qui va avec. Pour retrouver son bonheur perdu, il n'a d'autre choix que d'éliminer tous ses concurrents. Donc, nouveau film de Park Chan-wook, on l'a dit, avec Lee Byung-hun, Ye Jin-sun et Park Hee-sung pour... Voilà, c'est sûrement pas comme ça que ça se dit, mais Moi, voilà. je le répéterai pas. Voilà, très bien. Donc tout de suite, avant de vous passer la parole sur ce que vous en avez pensé, donc tout de suite te dire que c'est basé sur le roman Le Couperet de Donald Westlake et qui avait déjà inspiré Le Couperet, donc film du même nom en 2005 de Costa Gavras. D'ailleurs, le film lui est dédié à la fin, si vous avez vu. Il y a... Ouais, absolument. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc voilà, et Park Chan-wook en fait avait tout de suite été mis sur le coup de faire une version coréenne de ça, et pendant 20 ans ça a mijoté sans qu'il puisse le faire, mais à la sortie du film de Gavras en 2005, il était déjà dans l'idée de le faire. Il aura fallu attendre 20 ans. Petit tour de table, les amis, qu'est-ce qu'on a pensé de ce No Other Choice? Honnêtement, objectivement, je trouve que c'est un bon film, mais après, je trouve qu'il y a trop de lignes narratives, que ça part un peu trop dans tous les sens, et j'ai l'impression que aussi au niveau culturel, j'arrive pas à rentrer vraiment dedans, et donc je reste un peu à côté dans le ton du film, un peu comédie entre les deux. Des fois, j'ai eu du mal un peu à rentrer dedans et à être à fond, j'avoue. Et toi, Nora? Bon, bah, c'est nul, j'ai exactement le même avis que Julie. Elle m'a On vraiment rappelle qu'on ne se concerte volé. pas avant Elle m'a vraiment volé mon avis. On ne se spoil pas avant. Pareil, et je pense que j'étais trop imprégnée. Pourtant, je l'ai vu il y a longtemps, Le Couperet de Costa Gavras, mais j'avais tellement adoré ce film, il m'avait tellement marqué que du coup, j'ai été déçue par cette version-ci. Mais je pense qu'il y a un truc culturel aussi qui doit jouer. J'ai moins aimé ce côté humour. En fait, alors que le film de Costa Gavras était tout en tension et je l'ai trouvé vraiment étouffant et j'avais beaucoup aimé. Donc un peu déçu. Et toi, Edouard? Moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré. Super, évidemment. Et moi, j'ai adoré aussi. Je lui reproche quand même d'être trop long. Il y a 20 minutes à enlever. Je pense qu'il peut ramasser son récit Oui. beaucoup plus. Notamment, il y a trois, on va dire. Il y a 3 blocs un peu narratifs à un moment donné, puisqu'il y a 3 personnes concernées à un moment donné dans son plan. La première, c'est trop long. La Oui, c'est première, c'est sûr. beaucoup Ouais. trop long. Et heureusement qu'il ne fait pas aussi long pour les 3. Ça manque de rythme, il y a un peu trop de forêt et pas assez de sang peut-être. Donc voilà. Donc voilà, mais non, c'est parce que dans le trailer on te promet un truc plus énervé. Oui, tu vois, genre, exactement. il y a une demi-seconde avec une tronçonneuse qui est même pas franchement utile en plus. Et dans le trailer c'est tronçonneuse. Tu te dis je vais regarder Ouais. un bon film Le d'Halloween. le montage est hyper énergique de la voilà. bande-annonce et donc Et je ça trouve, vend voilà. un peu. Voilà. Exactement, mais en même temps, j'étais dedans, je l'ai vu hier, j'étais vraiment hier soir, dimanche, voilà, la salle était pleine d'ailleurs de plein de jeunes et tout, j'étais vraiment genre, trop bien, dimanche soir sous la pluie, les gens sont allés au ciné, et les gens ont bien aimé, franchement ils sont restés au bout, il y a eu un petit moment, tu sais, des films comme ça, ce petit moment où les gens restent un peu assis, les gens se lèvent pas, Ouais. t'encaisses le truc et tu fais genre, quand même, tu vois. Donc voilà, et puis les chiens sont trop mignons dans ce film, voilà.
La La Doc vie de Palme. fou. Ok, Bon, bah alors, commentaire. La parole à Edouard qui est le plus aimé du coup. Toi Park Chan-wook, tu connaissais évidemment, Ouais, t'avais je déjà connais vu, quand même pas mal. t'aimais bien, donc voilà. tu l'attendais. Ça faisait un moment qu'il Exactement. avait plus fait quelques années qu'il avait plus fait de film. C'est quoi son dernier Decision depuis- to Live. Ah ouais, Ouais, Decision c'est to ça. Live 2022, c'est ça le dernier. Non, c'est 2019, il me semble. 19? Peut-être que je dis n'importe quoi, mais écoute, si j'ai pas raison, my bad. Non, et moi, du coup, j'attends toujours un bon Park Chan-wook parce que c'est quand même. C'est comme. Tu as 2022. raison, tu avais raison, bref. Bravo. Moi, j'attends du coup depuis 2022. J'avais vu Decision to Live, j'avais beaucoup aimé à l'époque. Bien que c'est toujours un peu articulé. Je pense qu'il faut vraiment faire le pour et le contre dans sa tête, de se remettre les choses dans le bon espace, parce que ça va dans tous les sens, c'est clair. Et d'un autre côté, c'est un peu ça la vie, on va dire. C'est pas, tu fais pas un truc et puis un autre. Tu fais un peu plein de trucs en même temps. Et c'est là où ça me parle. C'est que c'est vrai qu'en termes des codes, moi je suis très familier au cinéma coréen. Donc je peux comprendre que ce côté comique, en fait, eux ils sont très là-dessus parce que justement, si tu regardes la vie de près, c'est une tragédie. Et si tu t'éloignes un peu, c'est une comédie. Donc c'est un peu. Je pense que Park Chan-wook le fait vachement dans ses films, dans ses films où quand tu vois un plan beaucoup plus large, tu te dis mais. Ça a l'air complètement con, et quand t'es dedans, tu te dis ah oui, quand même, ça se bagarre pas mal, etc. Et en fait, j'aime bien qu'un personnage, encore une fois, on parle d'un personnage qui a une obsession, le fait il doit retrouver un travail, et il échafaude un plan, mais genre que personne n'a pu imaginer un plan pareil. Et c'est là où, dans ce personnage-là, est intéressant à suivre pour cette démarche-là, quoi. Et de se dire comment il va y arriver. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, franchement? Et en fait, il y en a probablement 15 000 autres d'autres moyens, mais Ça, le film est très malin là-dessus. pour lui, il n'a pas d'autre choix, et c'est là où le titre est bien choisi, selon moi. C'est qu'il doit faire ça comme ça, et dans sa tête, c'est obligatoire. Et je l'ai trouvé très bien réalisé, très bien, encore une fois. Hein, tout ce qui est technique, c'est fabuleux. L'acting est impeccable. 5 étoiles, J'ai franchement. rien à dire là-dessus. Et tout, même ce revirement de situation ils te montrent bien qu'ils sont bien heureux au début, et qu'en fait, tout s'effondre en château de cartes juste par la perte de ce boulot. C'est là où on t'amène très bien dans l'urgence du personnage, où lui, il a la maison de ses parents qu'il a rachetée, il faut qu'il la garde, etc., etc. Et donc, il a plein d'impératifs ça ne peut pas rester comme ça, je dois changer tout, et je ferai tout pour, et il y arrive, est-ce qu'il y arrive, est-ce qu'il n'y arrive pas, ça on vous laisse aller le voir au cinéma, mais en tout cas c'est un sacré ride, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose où tu t'attends pas, chaque scène tu t'attends pas à la suivante presque, tu vois, parce que il met en place des éléments qui n'ont ni queue ni tête pour le commun des mortels, mais dans sa tête à lui c'est très clair, et il nous montre pourquoi c'est très clair et comment c'est très clair. Et c'est là où moi j'ai beaucoup aimé, et ça m'a fait un peu penser à The Last Viking, ce côté forêt, ce côté, il y a un moment il a un costume de Napoléon, bref, ça m'a de Thomas Anders, de Thomas Anders Thomas Jensen, pardon. Anders Thomas Jensen. Ouais, voilà, et donc du coup j'ai revécu un peu de ça aussi, il y a un peu d'absurde de ce sens là, et d'un autre côté tous les personnages ont pas forcément ce qu'ils méritent pour le coup, mais il y a quand même quelque chose de fabuleux sur tous ces gars qui se sont retrouvés tous d'un coup sans boulot, etc. Et comment chacun ont un peu fait avec, ou comment ils sont habitués, sur quoi ils se sont reposés, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant selon moi, quoi. Voilà. Bah ouais, non, et notamment la scène d'ouverture que je trouve vraiment merveilleuse, qui est un peu clipesque d'ailleurs, c'est un peu le White Picket Fence Family, un peu à l'américaine comme ça, mais en même temps, la toute première phrase du film, souvenez-vous, c'est il regarde les feuilles qui sont en train de tomber en automne, on sent bien voilà la descente vers une saison plus sombre, et la première phrase c'est qu'elles tombent, enfin les feuilles vont tomber, quoi. Il dit ça, les feuilles tombent, et puis en fait tout le film va aller un petit peu de mal en pis vers le côté obscur un petit peu de la force, et je trouve ça très beau, la présence de la nature dans le film, omniprésente, hein, que ce soit quand ça sert d'engrais pour certaines choses, que ce soit les différents plans forêts, que ce soit les vipères aussi qui sont là, le serpent a aussi une symbolique. Je pense aussi qu'il y a une partie des codes qu'on n'a pas forcément dans le code coréen, mais je trouve ça super généreux. On reviendra sur la mise en scène en deuxième partie, mais je continue le tour de table. Toi, Julie? Mais en fait, moi, ce que je trouve assez fou, c'est justement cette chute sociale, parce que, en fait, moi, ce que j'ai pas compris, mais c'est l'entendement, je comprends pas comment on en arrive à là, et à la fin du film je me disais mais il n'y avait pas d'autre choix, et j'ai vraiment dit ça parce que ça me paraît fou, en fait, même la manière dont le monde va réagir autour de lui, même le fait que la maison soit hypothéquée et que d'un coup il y ait déjà les autres personnes qui viennent carrément lui piquer la maison. Enfin, je me dis c'est fou, tu te fais virer de ton boulot, et en fait tout ce que tu étais, tout ce que tu as créé va disparaître.
Et c'est là où je me dis, moi, j'ai pas ce code-là parce que je perds mon boulot, je vais en retrouver un autre, ou je vais retrouver ma confiance peut-être. Et c'est fou de voir que voilà, tout le château de cartes s'effondre. Et je trouve qu'il y a des personnages assez intéressants, comme celui de la fille avec le violoncelle. Il y a des métaphores hyper belles. Mais pour moi, il y a trop en fait dans ce film. Il y a trop de gras, il y a trop à manger. Et c'est pour ça que je suis un peu perdue. Et comme tu le disais, la première partie... ça n'en finit plus, en fait. Il y a... Je sais pas si je raconte. Oui, le premier concurrent le premier concurrent, en fait, éliminé, pour l'éliminer, c'est très long. C'est très long. Ouais. Et donc, en fait, après, les autres, c'est beaucoup plus jouissif. Et j'ai vraiment un peu adoré voir comment ça se passait. C'est assez drôle. Mais des fois, je me dis, mais pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il n'a pas choisi de faire ceci, cela ? Parce qu'à chaque fois, il fait les mauvais choix pendant tout le film. Et donc, c'est assez fou, en fait, de suivre un personnage qui fonce droit dans le mur. Et même au niveau de sa famille, il n'y a pas toujours les réactions qu'on attendait, comme la relation avec sa femme, qu'on ne comprend pas toujours. Mais c'est assez jouissif. Mais c'est là où je trouve ça intéressant. Il y a une belle histoire d'amour entre eux, je trouve. Ouais, c'est un beau couple quand même. C'est quand même un peu autre chose que Hurlevent, quoi. Ouais, c'est autre chose. Hein. Non, mais moi, ce que j'ai envie de rebondir un peu là-dessus, c'est que en fait, moi je comprends bien pourquoi il a fait ça, parce que c'est, tu sais, quand on montre des gens qui veulent tuer d'autres gens en général, ou qui veulent se débarrasser d'autres gens, c'est des gens qui sont très précis, tu vois, qui ont bien en tête et tout. Lui, c'est juste un gars qui est dans l'urgence et dans le besoin, et c'est un mec normal qui est là en mode bon, je vais faire ça comme ça. Oui, c'est ça, tu vois, c'est pas un psychopathe de la guerre. Oui, c'est ça, je vais lui taillader un truc, enfin bref, du coup, je pense qu'il fait comme il peut, et du coup, on voit ça, genre, j'ai fait comme j'ai pu, quoi, plus ou moins. Le crime pas parfait du tout, quoi. C'est vraiment loin d'être ça, genre, justement, notamment avec cette scène du serpent et tout, c'est génial, quoi. Et toi, Nora ? Oui, moi, je crois que le problème, ma déception, elle est à la hauteur du fait que j'adore l'histoire. Je trouve que l'histoire est géniale. Je trouve que cette critique comme ça du marché du travail, en effet, de perte de statut social à partir du moment où tu perds ton emploi, du coup il y a une sorte de cycle infernal qui se met en place. Des classements. Puis comment les autres te voient, comment les autres te traitent. D'un coup, il y a une violence sociale tellement forte, et je trouve que ça c'est. Moi j'adore l'histoire, mais comme je l'ai dit, j'étais trop imprégnée encore du film de Costa Gavras, et en fait ce que j'avais adoré, c'était cette tension permanente, et du coup l'humour ici m'a sorti. En fait, je trouvais que... Et puis, pour moi, il y avait un vrai problème de rythme. C'était trop lent. Il y avait trop d'éléments et parfois trop de digressions. Des scènes où je me disais, mais en fait, j'enlèverais cette scène parce que du coup, ça nous... Allons-y. Le rythme, parce que j'ai préféré la dernière partie du film où je trouvais que là, il y a une cadence qui se met. Et je trouve que ça reprend en intensité. Mais donc, du coup, c'est ça que je critique un petit peu. Et en même temps, je pense qu'en effet, c'est culturel. Le côté humour, décalage, recul, je comprends totalement le choix, en fait, et de le présenter comme ça. Donc, peut-être que en n'ayant pas vu le film de 2005, j'aurais beaucoup plus apprécié, je pense, si je l'avais découvert l'histoire comme ça. Je pense que j'aurais trouvé ça génial, mais c'est juste que là, comme je l'avais déjà vu, une adaptation qui m'avait beaucoup plu pour le côté, et José Garcia, où c'était je pense son premier rôle vraiment dramatique. Où là il a déployé, je pense qu'il a été nommé, mais il l'a pas eu. Nommé ? Ah ok, pardon. Ouais, il n'a pas eu. Mais où il était hyper impressionnant, et en fait c'est un film où tu respires pas le coup près. Tandis qu'ici, il y a des moments drôles, il y a des moments absurdes, c'est un peu burlesque comme ça par moments. Donc du coup ça m'a sorti. Mais je pense que c'est aussi parce que j'avais un a priori déjà sur l'histoire, et que j'avais déjà vu un film qui adaptait cette histoire-là, quoi. Et du coup j'aimerais bien sans transition vous amener sur le montage, parce que moi j'ai trouvé absolument rafraîchissant de voir ce film, les plans, le montage, les idées créatives. Enfin je veux dire, j'en ai noté quelques-unes, mais genre il y a un plan sur un shot Jagerbomb avec des bières, filmé du point de vue de celui qui le boit. Enfin il y a des trucs, c'est hyper bien fait. Il y a des plans, il y a un plan en forêt où ils parlent et ils apparaissent. Ça a déjà été fait, mais c'est hyper généreux en couleurs, c'est hyper généreux en rythme. Il y a plein d'ellipses, mais ça il le fait toujours. On va parler d'Outbound un peu plus tard. Il y a des scènes. Parfois c'est long, et en même temps il y a des scènes qui sont presque trop rapides, trop cutées pour justement qu'il n'y ait pas de gras à certains moments. J'ai trouvé ça hyper généreux en idées, quoi. Et on voit tellement de films qui sont matrixés pour être vraiment format Netflix où il se passe rien sur les côtés, parce qu'on sait bien que les gens vont soit les mettre en vertical sur TikTok plus tard, soit ils regarderont pas. Là t'as un film, le mec il s'excuse pas d'être là, il est là déjà depuis un paquet de temps, là, l'ami parc, et fait ça bien, quoi, et c'est généreux, et j'étais genre mais let's go. La scène de Picole notamment à la fin, moi vraiment je la trouve excellente en tension, à nouveau l'acting génial, mais la mise en scène sert les acteurs. Vraiment, il y a des scènes de danse, il n'a pas besoin de rajouter l'élément de danse, mais ça rajoute quelque chose, les costumes, en fait, il a fait aucun raccourci, quoi, il cut aucun angle, il est précis dans tout ce qu'il fait. Alors oui,
il y a presque 2 films dans un, quoi. Tu Ouais, vois, ouais, je crois c'est sûr. qu'il bourre un peu le truc. Mais waouh, quoi. Franchement, si vous êtes bien reposé, que vous avez un petit peu de temps de cerveau disponible, vous regardez ce film parce que c'est dense, c'est riche, c'est beau, c'est vraiment beau. Moi, j'avoue que j'étais un peu déçue parce que j'ai vraiment adoré Mademoiselle, qui pour moi est vraiment un chef-d'œuvre. Et en fait, je trouve qu'au niveau de l'écriture, le fait que ce soit en 3 parties, mais vraiment bien écrite, c'est très bien construit. Et je trouve que au niveau des images et du découpage, voilà, c'est très beau. Là, j'étais un peu déçue de l'image, j'avoue. J'ai pas été tant chamboulée par les plans. Je me disais, c'est beau. En fait, j'ai l'impression qu'avec un réalisateur de cet acabit-là, on en attend beaucoup. Et du coup, j'étais un peu déçue. Après, je pense que ça va aussi avec le fait que c'est plus simpliste, tu vois. Dans Mademoiselle, c'est très, Oui, il y avait. c'est très joli, c'est presque de la poésie visuelle en réalité, tu vois. Là, on est sur un truc où vraiment c'est la ville et la nature et il n'y a pas grand-chose d'autre, en fait. C'est vraiment toujours ça. Et je pense que c'est là-dedans où, au niveau des couleurs, même, c'est difficile de s'en sortir bien. Tu vois, là où t'as que du bleu, du vert et du gris, et la palette de couleurs, elle va plus ou moins là, quoi. Après, il y a moyen toujours de faire mieux, mais je reçois ça, tu vois, ça va avec l'histoire, je trouve, visuellement, tu vois. C'est fouillis un peu à tous les niveaux, et je crois que c'est fait pour, presque, de faire ça comme ça, et c'est pour ça que moi, je suis bien apprécié. Et il y a d'autres films de Park Chan-wook qui sont très marqués visuellement parce que on est dans un univers qui est très différent, qui est très particulier. Ici, c'est vraiment une histoire d'un mec de tout le monde, de tous les jours, quoi, en gros. Et c'est pour ça, je pense qu'il a fait ça dans ce niveau-là, quoi. Ouais. Ce style-là. Dernier petit truc très smart d'avoir justement mis le père dans un boulot qui est ultra précis. Et que du coup, c'est là où tu peux me faire avaler que c'est compliqué de retrouver un taf, quoi, parce que il est dans le monde du papier en 2026. Ça doit être difficile. Et bon, évidemment, le film nous montre que oui, en effet. Et d'ailleurs, il se retrouve à être le seul gars qui bosse vraiment dans ce truc au final. Et c'est là où je pense que ça aussi, c'est encore une partie où Park Chan-wook, il y a toujours un petit dialogue sociétal, une petite pique à la société, toujours disséminée dans le film. C'est jamais le truc principal, mais ce petit truc, peut-être que c'est un peu abusé, les gens qu'on remplace par des machines, en gros. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié aussi. À fond. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous ruer sur ce No Other Choice. Globalement, on a bien aimé. Allez, petit tour de table en étoiles, sur 5 étoiles. On garde la tradition de Berlin. Allez, combien, Julie? 5 étoiles. Tu peux faire des demi. 3,5. 3,5, Nora? Je crois que je vais dire la même chose, mais je pense que c'est dur. Mais je vais dire 3,5 aussi. 3,5. Moi, c'est 4,5. Hein. Et moi, c'est 4. Voilà, donc ça nous fait un 3,88. Ouais, presque à 4. Allez, Allez, 4. Bon, vous voyez, ça nous a en tout cas super fort convaincus, nous, dans ce podcast. Sans plus attendre, on va passer à la pépite du passé. On reste dans l'univers de Park Chan-wook avec Old Boy. Old Boy, pour le petit pitch, à la fin des années 80, Oh Dae-soo, père de famille sans histoire, est enlevé un jour devant chez lui. Séquestré pendant plusieurs années dans une cellule privée, son seul lien avec l'extérieur est une télévision. Par le biais de cette télé, il apprend le meurtre de sa femme, meurtre dont il est le principal suspect. Il est relâché 15 ans plus tard, toujours sans explication. Film de Park Chan-wook avec Min Sik Choi, Ji Tae-woo et Kang Hye-jeong. Désolé pour nos amis coréens qui nous écoutent, je ne prononce pas très bien. C'est un film qui avait été présenté en 2004 au Festival de Cannes, Old Boy, qui avait d'ailleurs décroché le Grand Prix. Grand Prix, pour ceux qui ne savent pas, c'est le prix le plus prestigieux après la Palme d'Or. Old Boy, c'est donc la pépite du passé. Qui veut commencer sur ce Old Boy? Comme vous le sentez, les gars. Moi, je veux bien commencer. Allez, vas-y Julie, parce que toi tu l'avais pas vu avant Moi, de je préparer ne l'avais l'épisode. pas vu, malheureusement. Voilà, donc pour commencer, c'est déjà un film qui a une identité visuelle folle. Vraiment, c'est un peu un ovni. Moi, j'ai l'impression qu'en plus, c'est un film un peu des années 80. Il y a un côté très sale. La musique est hyper enivrante. Là, je l'ai encore dans la tête. Enfin, il y a des scènes très, très marquantes.
Après l'histoire, j'ai été assez choquée, je dois avouer. C'est très violent, c'est très malsain. Donc je trouve que c'est assez dur. C'est pas forcément mon type de cinéma. Je reconnais les qualités du film. Le jeu d'acteur est dingue. Enfin, l'univers est complètement fou. Les plans, les décors, c'est fou. Les personnages, par exemple, le personnage du méchant est horrible. Enfin, voilà, au niveau de l'écriture aussi de scénario. Mais pour moi, c'est un peu trop violent. Bah oui, à la base, c'est adapté d'un manga, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais qui datait de 97, voilà. Qui était bien gore, d'ailleurs, le manga. Voilà. Ouais, bah écoute, oui, non, mais là, c'est compréhensible. Hein. Vraiment, le fait que tu dises que c'est affreux, oui. C'est affreux. Oui, c'est vrai que même moi qui ai l'habitude des trucs un peu hardcore, quand je l'avais vu la première fois, je pense que ça devait être il y a moins de 3 ans, je crois. C'est vrai que tu es choc-barre, hein, j'ai envie de te dire. Tu es là et tu te dis ah oui, tu te le prends en pleine face comme une énorme claque comme ça et tu te dis ouf. Et en fait des films comme ça il y en a pas beaucoup, j'ai envie de dire, qui en tout cas qui mettent une patate à ce point-là. Et je vais te laisser en parler un peu, mais c'est quand même vraiment exceptionnel d'avoir vu ça. D'avoir vu ça, comment dire, pas au cinéma, mais de notre vivant, j'ai envie de dire. C'est pas du tout bon. Non, si. Moi, je l'avais vu il y a une vingtaine d'années. C'était mon papa qui m'avait dit il y a un truc, tu dois voir Old Boy. Et c'était le tout premier film coréen que j'ai J'avais vu 6 ans. de ma vie. Merci de me dire que j'ai 26 ans, Laura. Non, je l'ai vu assez jeune. Et c'est vrai que ça m'avait choqué. J'avais encore des images, notamment les premières scènes du film. Enfin, la première et la dernière scène du film. Voilà, vous penserez à laquelle. Voilà, la scène un peu choquante à la fin, voilà, dans le penthouse. Mais surtout, j'avais des images du début quand il est incarcéré dans cette maison pendant 15 ans et qui compte les années, qui devient fou et qui comprend pas. Surtout, il ne comprend pas. C'est ça qui rend fou. D'ailleurs, il y a une phrase au début, il dit si on m'avait dit que ça durait 15 ans, est-ce que j'aurais mieux supporté? Ce qui le rend fou, c'est qu'il sait pas. Il est enfermé sans raison, il peut pas sortir, mais il ne sait pas combien de temps ça va durer. Est-ce que c'est demain qu'il sort ou est-ce que c'est dans 15 ans? Il le sait pas. Et donc, il y a tout aussi une histoire de folie, de santé mentale, voilà. Et puis de vengeance. Et c'est génial parce que c'est une vengeance dans la vengeance en plus. Donc, tu penses que tu es du côté du héros. Il y a aussi, comment dire, tout un point de vue qui change aussi, hein, donc, et un petit peu unreliable narrator aussi que j'aime bien. C'est vraiment genre le personnage te donne des infos, mais en fait elles sont pas forcément fiables parce qu'il y a des histoires d'hypnose, des histoires de trigger, il y a des clochettes, enfin tout est un petit peu mélangé, tout ça dans une espèce de mise en scène hyper nerveuse, hyper onirique aussi, hyper symbolique, et en même temps c'est généreux en bagarre, c'est généreux en baston. Il y a notamment un plan séquence de baston dont j'ai enfin compris que Daredevil, la série sur Netflix de 2019, c'est complètement inspiré. Il y a une scène où Daredevil met des patates pour sauver une petite fille de mafieux russe. C'est complètement un hommage à Old Boy parce que là c'est juste que le couloir est pas orienté pareil, mais c'est exactement la même chose. C'est sûr qu'ils ont vu Old Boy. C'est trop bien. Je pense que ça devait être une folie de découvrir Park Chan-wook au niveau global à ce moment-là avec un film comme ça. Franchement, il a posé ses énormes burnes sur la table quand il est arrivé en 2003 et c'est fou et je suis très content d'avoir encore aimé son film qui sort là cette année, 23 ans plus tard. Il est tout aussi pertinent et voilà, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie ce Old Boy. Je l'ai revu du coup pour le podcast aujourd'hui, voilà, et c'était tout aussi bien. C'est tout aussi bien. Il y a des trucs que j'avais oubliés. Il y a des trucs que j'avais pas envie de revoir forcément. Il y a notamment une petite pieuvre qui finit mal dans cette histoire. Ça, j'aurais préféré ne pas le voir. Ouais, il y en a eu 4 dans la vraie vie. Il y a pas mal Ils ont fait 4 fois la scène. Donc il y a 4 pieuvres. Ouais, il y a pas mal de moments où tu peux détourner le regard, personne t'en voudra. Clairement. Franchement, si jamais vous êtes dentiste, regardez surtout pas le film parce que. Et comme tu disais, oui, ça joue sur nos angoisses en fait. Il y a des thèmes quand même très angoissants et ça joue sur les dents. Le c'est suicide, symbolique un peu. Il y a beaucoup de symboles au niveau des images aussi, le couloir rouge, la chambre dans laquelle il est, vraiment des années 70. Enfin, je trouve qu'au début on est vraiment enfermé avec lui et donc il y a vraiment un jeu entre qui est aussi très graphique, je trouve, comme l'appartement ou comme quand il marche dans les couloirs, c'est très rouge, c'est très vert. Je trouve ça assez fort en fait au niveau des couleurs. Et il y a peu de films justement qui font ça actuellement. Je trouve qu'ils se laissent la liberté d'avoir une musique comme ça étouffante. La scène du début en fait où il a dans les mains un homme et il lui dit mais qu'est-ce que je fais? Et en fait, il est sorti, ça commence comme ça, le film. La musique, en fait, je l'ai encore dans la tête. Je trouve que c'est très prenant, en fait, au niveau viscéral. Après, on adhère ou pas à l'histoire, parce que c'est aussi
Un Oui. C'est vraiment morceau. trash. Hein. C'est vrai qu'on l'a pas dit, vraiment mais c'est un trash. thriller avant tout, donc c'est une histoire un peu de mystère. Pourquoi est-ce que 15 ans? Pourquoi est-ce que Ouais. c'est lui? Qui lui en veut? Alors lui, il s'était fait pas mal d'ennemis, donc il sait pas. Au début, il balance 10 noms de gens à qui il a probablement soit manqué de respect, soit carrément, voilà, il a tué des gens, etc. Donc il sait, le mec c'était pas une bonne personne, hein, le personnage principal, mais il sait pas qui lui en veut en particulier et pourquoi. Et le fait de comprendre, de tirer la pelote de laine, c'est une enquête aussi qui est assez agréable En à suivre. filigrane, ouais. Et quand t'as le reveal, il y a un reveal dans un reveal dans un reveal, bah, à nouveau, je trouve qu'on n'en fait plus des comme ça, tu vois. Mais C'est en fait, c'est vraiment passé aux années 2000, tu vois. C'est un peu Ouais. comme Fight Club. Enfin, il y a une espèce de vibe Fight Club aussi. Quand t'as le reveal, en fait, tu piges le truc. T'es genre, ah ouais, et on va pas vous le dire, les auditeurs, évidemment, Non. regardez le film. Mais c'est dingo, Et quoi. sauf que Fight Club, t'as un gros plot twist, voilà, on n'en dira pas plus. Mais celui-là, t'es une véritable crêpe. Hein. On te retourne une fois, 2, 3, 4, 8, Et 10. on aime ça. Et en fait, c'est génial parce que tu ne sais jamais, vu que t'es en fait exactement dans la même position que le personnage principal, tu ne sais jamais à quelle sauce tu vas être mangé, j'ai envie de te dire. Un petit clin d'œil au poulpe. Sauce soja, ouais. Voilà. Et même du coup, ce terme d'enquête, on commence vraiment par ça, quoi. Genre, le gars a presque aucune information. La seule information qu'il a, c'est un goût de gyoza. Ouais. Ok, on va faire tous les gyoza de Premier la ville. indice, c'est tous et les on va gyoza de la trouver- ville. Voilà, c'est ça. C'est génial. Et en fait, le film, est, par des petits détails, est ultra intelligent dans comment on te déroule l'histoire, qui est en fait, tu l'apprends plus tard, un vrai plan machiavélique de zinzin, parce que c'est vrai qu'on parlait du méchant, hein, mais il y a un méchant, il y a un vrai méchant, voilà, qui a vraiment une petite dent contre le personnage principal. C'est le cas de le dire, il a une dent. Il y a Voilà. plein de dents contre le personnage principal. Ouais, j'ai pas fait exprès, mais et tu te rends compte de pourquoi, de comment, et en fait tout est affreux. Et est-ce qu'il a raison de le faire? Il y a même, je me pose souvent cette question-là, moi, quand je regarde ce film-là, c'est qui le vrai méchant, tu vois? Oui, Parce que c'est deux revenge en fait. Hein. ouais, Il y a deux histoires de vengeance. Tout est affreux, et d'un autre côté, tu vois que tout s'enchaîne de manière horrible, mais d'un autre côté, est-ce que l'un comme l'autre n'a pas vraiment mérité ce qui lui arrive, quoi, entre gros guillemets? Et il y a plein aussi de petits détails, notamment il y a un cœur à un moment, voilà, Ouais. j'en dirai pas plus, mais et du coup, c'est toujours en tension, et tu te dis, mais oui, mais pourquoi il fait pas ça? Pourquoi il fait pas ça? Et en fait, tu te dis, voilà, il fait pas ça pour cette raison-là. Et du coup, ça t'emmène à aller plus loin dans l'histoire, et d'aller vraiment rechercher, trouver quelle est la vraie information, à qui se fier, comment on s'en sort de ce truc-là. Et à un moment, c'est trop tard. Ouais. Et que le film en plus est construit un peu en miroir. C'est ça qui est beau, c'est qu'il y a notamment le fameux plan où il le tient par la cravate, qui est le tout premier plan. Ouais. Ce plan va être mimiqué à la toute fin du film par l'autre personnage qui tient quelqu'un d'autre aussi, qui tombe. Et c'est trop beau. Enfin, donc ces deux vengeances, t'as l'impression que tu suis d'abord le personnage principal. Franchement, toi aussi, t'as les nerfs si on t'avait enfermé pendant 15 ans, Ouais, à te ouais. filer des Oui, petites. oui. Tu vois. Mais sauf que derrière, il y a l'autre. Et comme tu dis, qui a raison? Enfin, ils sont tous les deux foireux, les mecs. Et c'est en miroir. Et le film se répond super bien. C'est hyper. Ouais, c'est bourré de symbolique. C'est beau. C'est très, très beau. C'est très généreux. Moi, j'ai quand même du mal avec la dernière scène. Est-ce que ça me raconte vraiment? Voilà. On peut pas en parler plus. On n'en parlera pas plus. Mais voilà, au niveau moral, je trouve que c'est intéressant parce que ça pose aussi des questions morales aux spectateurs qui se disent mais comment est-ce que moi j'aurais réagi? Qu'est-ce que j'aurais voulu faire de ma vie? Ce truc, en fait, toutes les cartes sont rebattues, Ouais. parce que c'est impossible de te mettre dans la peau de quelqu'un qui a été enfermé dans la même pièce pendant 15 ans. Non, c'est clair. 15 ans, mais c'est immense. C'est énorme. 15 ans, nom de Dieu. Enfin, et c'est Voilà, pour ça, conclusion. 15 ans, nom de Dieu. mais c'est vrai, tu vois. Old boy, 15 ans, nom de Tu Dieu. sors de là. Ah oui, t'as les nerfs. C'est Monte Cristo. Eh ben, mais- c'est marrant que Ouais, tu c'est dises ça, Monte c'est Cristo ça. parce que le mot est Ça fait cité pas d'ailleurs. c'est cité C'est dans le c'est film. un nom de code à Et un moment ben donné. voilà, tu vois. Tu vois, comme quoi c'est qu'on en T'étais parle là. bien. Monte Cristo. Monte Cristo. Bientôt un remake avec Pierre Ninet. Ah non, le rôle please, de non. Old Boy. Mais on en a marre aussi de Pierre Ninet, non? Il y a eu un remake américain, mais qui a des beaucoup moins bonnes reviews, et tout le monde dit, bon, regardez l'original, parce que le Oui, non. remake avec Josh Brolin, apparemment, n'est pas top. Ah, bon. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à rattraper cette pépite du passé si ce n'était pas encore fait et nous dire ce que vous en avez pensé. Nous, on arrive à la fin de cet épisode, mais pas avant de vous avoir parlé de nos coups de cœur de la semaine. Je crois pas que je serais capable de coucher sans désir. Tu débutes, c'est ça? Oui, Tu dois mettre tes pratiques, là. en ce moment, je fais une offre promotionnelle. Pars pas, maman. Tout ira mieux quand on aura notre appart. Comment on fait pour savoir si le client, il est pas bizarre? Je sais pas, ça existe des gens pas bizarres.
Eh bien, moi, je vais vous parler de mon coup de cœur, Kika. Donc, le premier film d'Alex Pukhin, c'est donc l'histoire de Kika qui est enceinte. Et alors qu'elle est enceinte, elle perd l'homme qu'elle aime. Et donc, complètement fauchée, elle va essayer de tenir la tête hors de l'eau et elle va devenir dominatrice. Et donc, c'est vraiment un film très surprenant. Donc déjà, j'ai adoré. Pourquoi j'ai adoré ? Parce qu'il y a Manon Clavel, qui est donc nominée actuellement au César. Et j'espère qu'elle l'aura parce qu'elle est vraiment incroyable. Elle a une voix qui m'a rappelé Anna Mouglalis. Elle est vraiment phénoménale. Pour moi, c'est un peu l'actrice à suivre. Il y a aussi Thomas Coumans, un jeune acteur belge qu'on adore, Anaël Snook, un casting impeccable. L'histoire est surprenante en fait, c'est un portrait de femme et c'est aussi un portrait un peu du monde de la prostitution, de la domination. C'est un film sur la survie, sur comment s'en sortir après un deuil, sur la douleur, les moyens de s'en délivrer, la reconstruction. C'est super beau, c'est super touchant, c'est très humain. Ça accompagne vraiment caméra à l'épaule son actrice principale, son personnage Kika. Donc pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Et donc Kika, c'est disponible sur Sunar. This girl needs a father. Hi, Mia. I'm your father. I'm your father. Hello, Mia. I'm your father. I hate you. She hates me. It's what being a parent is. Alors moi, pour mon coup de cœur, je vais vous parler de Rental Family, du coup un film avec notre ami Brendan Fraser que j'attendais depuis très longtemps. Et pour vous raconter un peu l'histoire, en quête d'un sens à sa vie, un acteur américain décroche un jour un contrat inhabituel auprès d'une agence japonaise pour jouer le rôle de doublure pour des étrangers. En s'immergeant dans l'univers de ses clients, il commence à tisser des liens authentiques qui brouillent les frontières entre fiction et réalité. C'est très très bien résumé. Donc c'est-à-dire que c'est un acteur, Brendan Fraser, du coup, qui joue un rôle un peu méta, on va pas se mentir, de quelqu'un qui est parti au Japon pour faire une pub il y a 7 ans et qui n'a jamais réussi à vraiment percer là-bas. Et donc il va se retrouver dans ce rôle de quelqu'un en enterrement un jour. Et en fait, il va devenir acteur dans la vie des autres, on va dire. Et il va s'immiscer dans cette vie-là. Et en fait, lui, de son côté vraiment amoureux des gens, on va dire, et de vouloir vraiment faire le bien et aider, il n'arrive pas à n'être qu'un acteur. Il va juste s'impliquer. Et en fait, c'est un film qui est magnifique, qui transpire l'humanité, qui fait du bien à voir. C'est beau, c'est lumineux, c'est un peu sombre, et d'un autre côté, c'est un film qui fait un grand câlin au final à n'importe qui le voit. Donc c'était Rental Family, réalisé par Ikari. Je vous le recommande à toutes et à tous. Everyone has their own truth. I was the best figure skater in the world at one point in time. Call that a clean skate, for Christ's sake? Do not swear in front of the kids. I didn't swear, you cunt. Et bien dans cet épisode, on a évoqué Margot Robbie avec Hurlevent, mais aussi une course effrénée vers le succès avec Marty Supreme. Et on termine aussi les Jeux Olympiques d'hiver, durant lesquels la question de la santé mentale des athlètes a de nouveau été mise en lumière, notamment à travers le parcours du patineur américain Ilia Malinin. Et donc tout ça, ça m'a donné envie de voir le film Moi, Tonya. Donc c'est sorti en 2017 et c'est réalisé par Greg Gillespie. Donc Moi, Tonya, ça revient sur le destin super chaotique de Tonya Harding, incarnée donc ici par Margot Robbie. Pour ceux pour qui ce nom ne dit rien, Tonya Harding, c'était une patineuse en fait artistique américaine et ça a été la première américaine à faire un triple axel en compétition internationale. Mais malheureusement, son nom a surtout été connu pour sa condamnation en justice et son exclusion de la fédération sportive pour son rôle dans l'agression de sa rivale Nancy Kerrigan lors des Jeux Olympiques de Lillehammer en 1994. Et donc le film, il se contente pas de raconter ce scandale, bien sûr il l'aborde, mais il remonte en fait à l'enfance de Tonya Harding, la relation vraiment toxique avec sa mère, sa relation aussi violente, enfin elle a subi des violences conjugales de la part de son mari, et donc on va entrer dans un faux documentaire où les personnages s'adressent face caméra et ça donne un mélange entre une comédie noire et un drame social que je trouvais hyper efficace. Et donc Moi, Tonya, c'est vraiment le portrait d'une championne qui ne correspond pas à l'image lisse voulue par le milieu du secteur du patinage. Ça parle d'un rêve américain brisé, de la pression, de la santé mentale dans le milieu du sport de haut niveau. Et je trouve que c'est le meilleur rôle de Margot Robbie. Il y a une scène comme ça devant la glace qui est absolument géniale et bouleversante. Donc c'est un très bon film. Donc je vous recommande Moi, Tonya. Africains du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan, vous allez contribuer à cette éclatante victoire.
koye guerre gonɗen baba guerre non gomortalinɗo. Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des Français. En position. Et ben quant à moi, je vais vous parler de Tirailleurs, donc film que j'avais vraiment envie de rattraper avec Omar Sy notamment. J'en avais beaucoup entendu parler à sa sortie, mais bon, j'avais pas eu l'occasion de le voir et ça tombe bien, il est disponible sur Sooner. Alors globalement, l'histoire va suivre un pan de l'histoire vraiment important et complètement occulté de l'histoire de France, c'est-à-dire les fameux tirailleurs sénégalais. Alors on dit sénégalais parce que c'était beaucoup de personnes qui venaient du Sénégal, mais c'était en fait dans l'ensemble de l'Afrique où la France, pendant la Première Guerre mondiale, recrutait donc pour remplir les bataillons et les cohortes de soldats de la chair à canon, on peut vraiment le dire comme ça, qu'on allait pas recruter, qu'on allait carrément engager, voler de force dans les villages. Et donc on va suivre un père et son fils, donc Bakary Diallo, qui vont être donc enrôlés dans cette armée française. L'idée est venue au réalisateur de faire le film parce que en 1998 est décédé l'un des derniers tirailleurs sénégalais de cette Première Guerre mondiale. Il est mort à l'âge de 104 ans. Il avait donc été enrôlé en 1914 et il est mort la veille du jour où il devait recevoir la Légion d'honneur promise par le président Chirac à l'époque. Et donc il se trouve aussi que le réalisateur a une expérience personnelle aussi avec l'Afrique et donc pour lui c'est le projet de sa vie de faire ce film-là avec Omar Sy. Alors le film n'est pas parfait, on sent qu'il a notamment galéré pour trouver des sous, notamment parce que la moitié du film est en langue peul et donc ça pour les distributeurs c'est très compliqué à vendre parce que c'est pas assez en français et du coup le film ne peut pas filmer des scènes aussi grandioses que ce qu'on a déjà pu voir dans des films de guerre de la Première Guerre mondiale, mais c'est justement les scènes beaucoup plus intimes entre le père et le fils, entre les relations au niveau du bataillon, le rapport avec les lieutenants français blancs qui sont là, enfin c'est assez fort et puis évidemment ça se termine pas forcément très bien comme film, c'est un film de guerre mais j'ai trouvé ça d'une sensibilité assez folle. Je trouve aussi que c'est un des meilleurs rôles d'Omar Sy, que je trouve que depuis 10 ans, à part Lupin, on était un petit peu moins convaincus, enfin moi je l'étais, et donc je vous encourage très très fort à rattraper Tirailleurs, c'est disponible sur Sooner. Hey, comment ils vont ceux-ci ? J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à nous ajouter sur toutes vos plateformes. Ça nous ferait un grand plaisir et ça aide beaucoup le podcast à être référencé et à ce que plein de gens puissent le découvrir et le redécouvrir. Trop bien, merci beaucoup Edouard pour cette petite sortie musique d'ascenseur, on aime vraiment bien cette petite musique qu'on met à la fin. Oui, ça crée une petite ambiance. Oui, c'est ça, une ambiance folle. Une petite ambiance. Bon, très bien, en tout cas nous on espère que cet épisode vous a plu et puis on se retrouve très très bientôt les copains pour un autre épisode. À bientôt. On a perdu Julie, à bientôt. Salut, ciao. Et bonne soirée. What do you plan to do if this whole dream of yours doesn't work out? It doesn't even enter my consciousness. Forever.